Le 21 février 1972, le président des États-Unis, Richard Nixon, arrive à Pékin pour une visite qui va modifier l'équilibre mondial. Alors qu'il descend encore la passerelle de l'avion, Nixon tend la main. Pourquoi ? Parce qu'il se souvient que pendant la conférence de Genève en 1954, le secrétaire d'État, John Foster Dulles, a refusé de serrer la main à Chou En-lai. Donc, cette fois, Nixon veut faire amende honorable. Depuis les 3 derniers mois, Mao est atteint de neurasthénie, maladie psychosomatique dont il a souffert par période toute sa vie. On a même cru un moment qu'il ne pourrait pas rencontrer son éminent hôte américain. Ses jambes étaient si enflées qu'il pouvait à peine tenir debout. La venue de Nixon s'avère être exactement le remède qui convient. Mao Tse-tung avait attendu ce moment depuis longtemps. Il disait souvent, « Ils peuvent instaurer un embargo contre nous, mais ils ne pourront pas le faire pour toujours. » La visite de Nixon en Chine prouvait que l'embargo américain avait échoué. Il a dû nous reconnaître. Les Américains n'avaient pas le choix. Finalement, ils devaient venir. Mr. Prime Minister and all of your distinguished guests this evening, on behalf of all of your American guests, I wish to thank you for the incomparable hospitality. La visite de Nixon, le dirigeant du monde capitaliste venant à Pékin-la-Rouge, 9 mois auparavant, c'était encore inconcevable. De nombreux facteurs différents y ont contribué. À la fin des années 1960, des patrouilles russes et des pêcheurs chinois se sont affrontés à plusieurs reprises le long du fleuve Ussuri, frontière entre les deux pays. Puis est survenu un conflit à propos de la souveraineté des îles sur le fleuve. Finalement, on fait appel aux armes lourdes. C'est alors que Mao reçoit Edgar Snow, un sympathisant américain qu'il connaît depuis l'époque de Yan'an, plus de 30 ans auparavant. À Snow, comme à l'invité suivant de Mao, le président Yahya Khan du Pakistan, les dirigeants chinois laissent entendre qu'ils sont prêts à envisager un dialogue stratégique avec leur vieil ennemi, les États-Unis. Un an plus tard, l'équipe nationale américaine de ping-pong est invitée à Pékin. Les précédents signaux de Mao étaient trop subtils pour que Washington les comprenne. Cette fois, c'est un message que même la Maison-Blanche peut saisir. En juillet 1971, Chou En-lai invite Henry Kissinger à faire une visite secrète à Pékin, la première d'un haut fonctionnaire américain depuis 1949. Après la visite de Kissinger, il était clair que la Chine et les États-Unis voulaient s'entendre. Pour quelle raison ? Parce que nous avions un ennemi commun, l'Union soviétique, qui pour eux comme pour nous, représentait la principale menace sur notre région. Une fois le rapprochement approuvé par Mao,
Même les plus radicaux autour du président, y compris sa femme Jiang Qing, jouent leur rôle. Consciencieusement, les Nixon assistent à l'un de ces ballets révolutionnaires. La visite de Nixon a contribué à sortir Mao de la dépression qui l'avait affaibli cet hiver-là. Sa maladie n'avait rien à voir avec les affaires étrangères. Elle était due aux intrigues politiques. Sa femme, Jiang Qing, et ses alliés s'étaient brouillés avec son successeur, Lin Biao, et avec les autorités militaires. L'ancien secrétaire de Mao, Chen Boda, maintenant 4e dans la hiérarchie, se trouve pris entre deux feux. Durant l'été 1970, le comité central s'est réuni à Lushan, la même station de montagne tranquille mais funeste où Peng Dehuai avait été victime d'une purge 11 ans plus tôt. L'histoire allait se répéter. Les 5 membres du comité permanent du Politburo, conduits par Mao et Chou En-lai, font leur entrée. À côté de Mao, son successeur, le ministre de la Défense Lin Biao, qui conduit la soi-disant faction militaire de la direction. Viennent ensuite Chen Boda et en 5e position, le chef de la sécurité de Mao, Kang Sheng. La lutte entre la faction militaire et le groupe de la révolution culturelle de Jiang Qing avait commencé bien avant Lushan. Donc lorsque la réunion a eu lieu, chacun était tendu et agressif. Et si vous voulez savoir qui était le plus extrémiste, ce n'était autre que Lin Biao. Lin Biao et ses alliés, y compris Chen, croient que Mao s'apprête à nommer un nouveau chef de l'État et font campagne pour que le président occupe le poste lui-même. C'est une très mauvaise idée. À la dernière session, seuls 4 dirigeants prennent place sur l'estrade. Mao et Chou En-lai, Kang Sheng et Lin Biao. Mao soupçonne un complot visant à le mettre sur une voie de garage et fait de Chen Boda le bouc émissaire. Lin Biao, visiblement mal à l'aise, est pour le moment épargné. Chen disparaît. Il n'apparaîtra plus en public pendant 10 ans. Peu après avoir quitté Lushan, Chen s'est vu retirer sa voiture et il lui était interdit d'assister aux réunions. Il était en résidence surveillée. Un an plus tard, les soupçons de Mao contre Lin Biao se renforcent. Il voyage à travers les provinces, sollicitant le soutien des dirigeants militaires régionaux. Puis brusquement, sans explication, il revient à Pékin. Même maintenant, on ignore ce qui s'est vraiment passé. Le gouvernement chinois a parlé plus tard d'un complot pour assassiner Mao. Ce qui est clair, c'est que quelque chose a convaincu Mao qu'un affrontement était inévitable. Pour la seconde fois en 5 ans, il se prépare à éliminer son successeur désigné.
Lin Biao ne prenait pas de grands airs comme s'il était important. Ce n'était pas son genre. Il se conduisait comme un intellectuel, un rat de bibliothèque. Il n'allait jamais danser ou voir un film. Il ne se promenait jamais dans le parc pour se détendre. Il n'aimait pas ce genre de choses. C'était un introverti, un véritable introverti. Au milieu des années 60, Lin était devenu l'alter ego de Mao, son ombre, son partisan le plus proche. Le génie militaire de Lin l'a aidé jusqu'au bout. N'importe qui d'autre, éliminé par le président, subissait docilement son destin. Pas Lin. Il utilise le dernier et le meilleur des stratagèmes de l'ancien art de la guerre chinois. Le 13 septembre 1971, il s'enfuit. Mais au lieu de trouver asile en Russie comme il l'espérait, son avion à court de carburant s'écrase. Il n'y a pas de survivants. L'affaire Lin Biao a marqué un tournant. Elle a changé la façon de voir la révolution culturelle. Pas tant du point de vue du parti, mais à coup sûr pour le peuple. À partir de ce moment-là, beaucoup de gens ont commencé à critiquer en privé la révolution culturelle. 18 mois après, Mao réhabilite Deng Xiaoping, purgé pendant la révolution culturelle, comme second personnage le plus important ayant emprunté la voie capitaliste. Les radicaux menés par Jiang Qing cachent difficilement leur consternation. À la mort de Mao, Deng serait leur principal rival pour la prise du pouvoir. En 1973, Mao apparaît pour la dernière fois à une réunion majeure du parti. Mais il est trop faible pour tenir debout. Et en dépit du protocole, on dit aux délégués de partir avant lui, afin qu'ils ne soient pas les témoins de son déclin physique. Vers la fin de l'année 1974, il souffrait d'emphysème et d'une maladie de cœur. On lui a interdit de fumer. Au début, ses assistants devaient couper une cigarette en deux et lui en donner seulement une moitié. Mais il la fumait très vite et il devait lui en donner une autre. Il voulait vraiment arrêter, mais il ne pouvait pas. Malgré sa santé chancelante, l'esprit de Mao est toujours aussi fantasque. Les révérences des dames de cette délégation zambienne l'intriguent. De même que la très grande épouse de Henry Kissinger. Mais en 1974, la fin approche non seulement pour Mao, mais aussi pour Chou En-lai qui souffre d'un cancer. Cet hiver-là, le Premier ministre fait un dernier effort afin de contrer les idées utopiques de Mao et mettre la Chine sur le chemin d'une économie moderne. Beaucoup approuvent ce but. Mais pour Chou En-lai, il est trop tard. Moins d'un an après, il meurt. La question était, qui pouvait le remplacer? Si quelqu'un avait pu, Mao l'aurait remplacé depuis longtemps. Mais il n'y avait personne, donc il l'a gardé. Il ne s'entendait pas toujours bien, n'est-ce pas? Mais Mao a continué à utiliser ses qualités professionnelles et son prestige au sein du peuple.
le Gotha de la société communiste chinoise assiste aux funérailles de Chou En-lai. Parmi eux, des amis de jeunesse, comme la veuve de Sun Yat-sen, Song Ching-ling. Un candidat possible à la succession est Hua Kuo-feng, un homme du Hunan, comme Mao, récemment monté dans la hiérarchie après des postes en province. Mais le choix le plus probable, pour la plupart des gens, c'est l'homme qui, depuis les 2 dernières années, exerce peu à peu les fonctions de Chou En-lai, Deng Xiaoping. 1976年1月8日9时57分，周恩来同志的心脏停止了跳动，全党、全军、全国人民都为失掉了我们的总理而感到深切的悲痛。 Aucune cérémonie funèbre publique n'est organisée. Mais lorsqu'à la nuit tombante, on emmène son corps pour l'incinérer, plus d'1 million de personnes, averties par le bouche à oreille, sont sur le trajet dans les rues de Pékin pour lui faire leurs adieux. Il ne pensait jamais à lui, mais seulement à son pays. Il s'est donné corps et âme à son travail. Et il s'est efforcé d'assurer une vie heureuse au peuple chinois. Je crois qu'il n'a jamais pensé qu'à ça. En avril, lors de la fête des morts, la foule envahit la place Tiananmen, portant des couronnes et des poèmes en souvenir, dénonçant les dirigeants radicaux opposés à Chou En-lai et critiquant implicitement Mao lui-même. On attribue la responsabilité des manifestations à Deng Xiaoping, qui est de nouveau limogé. Cette année-là a été terrible. Nous savions tous que si nous continuions à suivre la route de la révolution culturelle, la Chine n'aurait aucun avenir. Lorsque mon père a été renversé, nous n'avions aucune idée de ce que notre pays allait devenir. La chute de Deng confirme l'ascension de Hua Kuo-feng. Il est officiellement nommé Premier ministre, succédant à Chou En-lai, et devient premier vice-président du parti, c'est-à-dire le successeur désigné de Mao. Maintenant, le président s'affaiblit rapidement. En juin, il reçoit le président pakistanais Ali Bhutto. La rencontre ne dure que quelques minutes. Au moment où il a rencontré Bhutto, il avait déjà d'énormes difficultés d'élocution. Il lui fallait un temps fou pour prononcer une seule phrase. C'était vraiment au-dessus de ses forces. Aussi, après cette réunion, il n'a plus reçu de dirigeants étrangers. Fin juillet, un tremblement de terre dans le nord de la Chine cause la mort de 250 000 personnes. La télévision chinoise montre des scènes héroïques de survivants sortis des ruines, murmurant « Vive le président Mao ». Mais pour la plupart des Chinois, c'est un présage. Le mandat du ciel va changer. Parfois, la santé de Mao s'améliorait un temps, et les médecins le flattaient en disant « Vous allez mieux, président. Vous allez vivre longtemps. Vous avez de nombreuses années devant vous. » Finalement, il est mort d'une maladie cardiaque et pulmonaire très douloureuse. Il ne s'est jamais plaint. D'habitude, quand il souffre, les Chinois gémissent et crient « Oh, maman, aide-moi !» Mais lui, il n'a jamais rien dit. Le 9 septembre 1976, Mao meurt. Rien ne sera plus comme avant.
Lorsque j'ai entendu la nouvelle, ma première réaction a été que Jiang Qing, sa femme, allait recevoir ce qu'elle méritait, parce que les Chinois ne pouvaient pas la sentir. Elle faisait grincer leurs dents. Ils la détestaient. Elle n'était pas ce qu'elle prétendait, comme l'âne vêtu de la peau du lion. Elle se servait de sa position pour maltraiter les gens. Elle était bornée et jalouse. Elle était extrémiste, caustique et cruelle. Elle prenait plaisir à faire mal aux autres. Elle était vaniteuse, mais n'avait aucun talent. Son ambition atteignait le ciel. Elle aspirait jour et nuit à devenir reine de Chine. Sidney Rittenberg, le vieil ami américain de Mao, qui a été emprisonné pendant la révolution culturelle sur ordre de Jiang Qing, est l'un des rares témoins de sa chute. Environ un mois après la mort de Mao, un jour dans ma cellule, j'ai entendu dans la cour de la prison, j'ai entendu cette voix théâtrale caractéristique qui disait « Oh, Président Mao, je serai toujours loyal envers votre héritage. Je serai toujours loyal à votre cause. » Et je savais qu'il n'y avait qu'une comédienne au monde pour jouer comme ça. Et puis j'ai entendu les chants et la musique, les gongs et les tambours dans le quartier. Des gens venant des communes populaires voisines à travers leurs haut-parleurs. On entendait qu'il y avait une grande liesse. Il n'était pas difficile de faire le rapprochement. Tandis que la veuve de Mao et d'autres gauchistes, d'autres radicaux, arrêtés avec elle, sont violemment dénoncés, Mao, lui, s'en sort indemne. Et son successeur, Hua Guofeng, qui a ordonné les arrestations, consolide sa position comme dirigeant du Parti communiste. Un an plus tard, Hua Guofeng préside l'inauguration d'un vaste mausolée érigé sur la place Tiananmen pour abriter la dépouille du président. À ses côtés se tient Deng Xiaoping, sortant pour la 3e fois de la disgrâce politique et qui va bientôt commencer à devenir son principal concurrent. Pendant 2 ans et demi, Deng et Hua vont se battre autour de l'interprétation de l'héritage de Mao. La Chine doit-elle suivre à la lettre la politique de Mao, comme Hua le veut, ou bien doit-elle adopter une approche pragmatique, comme Deng préfère? Deng l'emporte, Hua est écarté du pouvoir, laissant libre cours à Deng pour traiter les séquelles de la révolution culturelle. Après une année de préparatifs, Jiang Qing et ses 3 principaux alliés sont jugés par une cour spéciale. Des extraits des débats sont diffusés à la télévision chinoise et retransmis dans le monde entier. Jiang Qing joue le meilleur rôle de toute sa vie, mais ça ne l'aide pas. Elle est condamnée à mort, peine commuée en emprisonnement à vie. Elle finira par se suicider dans sa cellule. La veuve de Liu Shaoxi suit les débats. Elle vient de se rendre récemment avec sa famille dans la prison improvisée de Kaifeng, où son mari avait été détenu. Lorsque nous sommes revenus à Kaifeng, il nous était particulièrement difficile de maîtriser nos émotions. En entrant dans la pièce avec ma mère, l'aîné de mes sœurs et mon frère aîné, nous n'y avons trouvé que son oreiller.
C'était un cadeau que le prince Norodom Sihanouk du Cambodge avait à l'époque offert à mon père. Alors, dès que ma mère a vu l'oreiller, en réalité ça n'était qu'un morceau d'éponge, elle l'a serré dans ses bras et ne voulait plus le lâcher, faisant tout son possible pour retenir ses larmes. Dix ans après la mort de Liu Shaoxi, ses cendres trouvent enfin le repos. Aujourd'hui, les pères fondateurs officiels du communisme chinois sont les vedettes exposées dans la version pékinoise du musée Grévin. Sur les instructions de Deng, les actions de Mao sont jugées. Correctes à 70%, erronées à 30%. Un verdict qui permet à Deng de poursuivre un rêve très différent de la modernisation de la Chine. Voici l'histoire, idéalisée, nettoyée des faits embarrassants qui pourraient distraire le visiteur. Dans ce fauteuil, on devrait retrouver Lin Biao, mais il ne figure pas dans cette exposition, ni le successeur de Mao, Hua Guofeng. Dans cette version remodelée du passé de la Chine, la société avance continuellement vers un avenir toujours plus radieux. Aujourd'hui, l'interprétation de Deng concernant Mao est parole d'évangile. La remettre en question, ce serait se fourrer dans un guêpier auquel le parti préfère ne pas penser. On laisse à d'autres le soin de réexaminer le passé. Ce dépôt de munitions désaffectées dans la banlieue ouest de Pékin, ses murs portent encore de vieux slogans maoïstes, est connu sous le nom l'usine. C'est le principal centre d'art contemporain de Chine. Mao domine tellement le passé récent de la Chine et d'une façon si complexe que son image est sans cesse retravaillée et souvent de façon irrévérencieuse. Pour les artistes, c'est un sujet de satire et d'ironie, pour décontenancer et choquer, ou pousser les gens à regarder le passé et à se regarder eux-mêmes autrement. C'est Andy Warhol qui le premier a utilisé Mao comme une icône dans les années 60. Mais la façon dont les artistes chinois s'y sont pris a coïncidé avec un mouvement d'intérêt populaire pour Mao Tse-tung en tant que héros mythique. Le pop art chinois est très lié à une période de l'histoire où la culture était de la propagande. L'usine réunit des douzaines d'artistes différents. Des sculpteurs officiels travaillent sur des commandes d'État. Par exemple, cette statue de Deng Xiaoping destinée à une place publique, là où il est né, au Sichuan. Auparavant, la statue aurait été celle de Mao. Maintenant, les sculpteurs officiels préfèrent des sujets plus commerciaux, tels ces guerriers de la dynastie Tang.
Mais des peintres plus jeunes, comme Xu Xining, dont l'une des dernières œuvres a été commandée comme cadeau d'anniversaire pour un parent proche de Mao, ont relevé le défi. Je crois que Mao continuera d'influencer notre époque. On le voit tout autour de nous. Moi, par exemple, pourquoi je peins Mao Tse-tung? Parce que ma première leçon à l'école primaire n'a pas été 1, 2, 3, 4, mais vive le président Mao. Plus tard, après la révolution culturelle, quand le mouvement de réforme s'est amorcé en Chine, beaucoup d'idées occidentales ont commencé à circuler. J'étais à l'université. La Chine était de plus en plus influencée par la pensée occidentale. Alors tout ça a fermenté dans mon esprit. Et le résultat, c'est que j'ai commencé à peindre des tableaux comme ceux-ci. Un autre artiste qui cherche consciemment à fusionner les idées chinoises et occidentales, mais d'une façon plus classique, est le sculpteur Sui Zhangguo, dont les monumentales vestes Mao sans tête se trouvent dans des collections à travers le monde entier. En tant que professeur dans une université d'État, Sui enseigne les canons officiels de l'art chinois. En tant que non-conformiste, il les renverse. Pour moi, c'est ainsi. Mao Zedong est une sorte de moi supérieur, un super-ego, ce que Freud appelle l'image du père. Si je veux être mon propre maître, je dois conquérir ce super-ego. Je dois le surpasser afin de me libérer. Et la seule façon d'y parvenir est de déconstruire Mao, ce que j'ai fait à ma façon. Alors parfois, j'utilise l'humour noir ou d'autres techniques, mais toujours peu orthodoxes. Quand j'étais à Yan'an, j'ai parlé aux gens là-bas. Je leur ai dit, pour moi, le président Mao n'était qu'un être humain. Lui aussi devait manger et dormir. Il a simplement exercé des fonctions historiques pendant une certaine période. Ce fut sa chance. C'est peut-être l'un des messages de la série de Sui, Les dinosaures rouges, estampillés fièrement, fabriqués en Chine. D'un côté, le dinosaure est l'agrandissement d'un jouet d'enfant. De l'autre, c'est la métaphore subversive de tout un système politique. Aujourd'hui, la plupart des artistes sont à Pékin. Ici, à Shanghai, ils sont bien moins nombreux. Pour l'essentiel, tout le travail créatif se fait à Pékin. Shanghai a été créé à partir de rien. Son histoire est beaucoup plus courte. La principale caractéristique de cette ville a toujours été d'accepter très vite la culture étrangère. Elle a joué le rôle d'intermédiaire entre la Chine et le monde extérieur. Elle recherche les dernières tendances. Elle ne les crée pas. Dans ce quartier, il y a 85 ans, est né le Parti communiste chinois. Aujourd'hui, c'est la zone commerçante la plus branchée de Shanghai, avec des galeries d'art moderne, des boutiques de créateurs et des restaurants étrangers. Bref, les choses mêmes que pendant des décennies, le Parti communiste a essayé d'éliminer. C'est un symbole qui pourrait être la devise de la Chine d'aujourd'hui. Il faut savoir hurler avec les loups. Pour ce défilé, dans une boîte de nuit donnant sur le Bund, les mannequins sont de Shanghai, les vêtements d'Europe, créés par le groupe français Agnès B,
l'un des nombreux en concurrence pour une part du marché chinois de plus en plus lucratif. Quand je leur enseigne le métier de mannequin, je leur répète par exemple qu'un proverbe populaire chinois dit « Certains aiment les radis, d'autres les salades ». Si tel client ne t'aime pas, il y en a d'autres qui peuvent apprécier, car vous avez chacune votre caractère propre. Suivre la mode, faire de l'argent, surtout pour les jeunes, c'est ce qui a remplacé les valeurs que Mao inculquait à la Chine quand leurs parents avaient leur âge. Que penserait-il de tout ça? Jeune étudiant, il prenait fait et cause pour l'égalité des femmes. Mais ceci n'est peut-être pas exactement ce qu'il avait en tête. Les femmes de Shanghai sont réputées pour être opiniâtres et effrontées. La plupart des gens les trouvent matérialistes et directes. Elles ont un sens très développé de leurs propres intérêts. Elles sont plutôt vaniteuses. Elles savent faire marcher les hommes au doigt et à l'œil. Mais la famille ne compte pas tellement. Du moins, c'est ce que disent les Chinois du Nord. Mais eux, bien sûr, sont partiaux. Un autre apport occidental a aidé à combler le vide laissé par l'idéologie maoïste. En Chine, Internet est protégé par un pare-feu national qui bloque l'accès aux sites étrangers considérés comme hostiles. Le réseau est surveillé 24 heures sur 24 par des milliers de policiers chinois. Mais son effet à long terme, pour répandre l'information et changer les mentalités, peut se révéler plus important et plus insidieux que ne le pensent les autorités. Toutes les villes chinoises ont leur cybercafé, où les jeunes passent des heures à surfer sur les sites pour chercher un partenaire, des heures à lire et écrire des blogs qui racontent leurs complexes, leurs fantasmes. L'un des blogs les plus populaires est celui de Chen Sui, 23 ans. Avec 5 romans à son crédit, des récits en partie autobiographiques, du genre Tribulation d'une jeune chinoise en Chine, Chen Sui diffuse un message provoquant. Dans la Chine d'aujourd'hui, très différente de celle d'autrefois, beaucoup de gens veulent parler de sexe tout le temps. Je pense que c'est vraiment un grand progrès pour notre société. Il faut toujours des gens pour montrer le chemin. C'est « Faites l'amour, pas la guerre » à la chinoise. Le sexe, pas la politique. Les jeunes ont bien d'autres préoccupations. La plupart ne s'intéressent pas à la politique. Et même ceux qui s'y intéressent n'y comprennent pas grand-chose. Cela changera un jour, mais c'est trop tôt. Le contrat social qu'offrent les successeurs de Mao, c'est du pain et des jeux. La prospérité avec une plus grande liberté sociale et culturelle, mais en échange, on ne fait pas de vagues. L'expansion d'Internet en est un élément important. En 2004, il y avait environ 1 million de blogueurs dans toute la Chine. L'année dernière, 16 millions, et ces chiffres sont probablement en dessous de la réalité. À la fin de cette année, ils seront au moins 60 millions. Dans les 2 ou 3 ans à venir, je sens que l'accroissement de l'usage d'Internet ne viendra plus principalement des grandes villes, mais des villes petites et moyennes. Et ensuite de la campagne. C'est là que ça se passera. Peu d'endroits dans la campagne chinoise sont plus reculés que Wuxi, où il y a 70 ans, Mao a proclamé la fin de la longue marche. Aujourd'hui, la région est en pleine transformation. On y a découvert du pétrole.
Nous ferons des puits pour extraire le pétrole et pour cela nous indemnisons les paysans. Ici, c'est une ancienne base révolutionnaire et l'environnement naturel est très mauvais. Les gens ont beaucoup donné pendant la Révolution et c'est pour cette raison que les plus hautes instances nous ont autorisé à avoir une politique spéciale. En conséquence, au lieu de reverser tous les revenus du pétrole à l'État, une partie revient maintenant aux autorités du district qui les réinjectent dans l'économie locale. En 1992, le revenu moyen par tête de nos paysans était d'environ $60 par an. Fin 2003, il a atteint $200. Pour eux, ce sont deux mondes différents. $200 par an, cela peut sembler pas grand-chose. Mais dans cette partie du pays, c'est un progrès. Personne ne meurt de faim. Pour la première fois dans l'histoire de la Chine, il n'y a plus de famine. Le pétrole a apporté des biens de consommation aux paysans. Maintenant, 80% ont des téléviseurs et aussi des infrastructures. On a des bulldozers pour réparer les routes, on creuse des puits pour l'eau. Il y a du travail sur les chantiers et les propriétaires des champs où l'on fore les puits de pétrole reçoivent en plus d'autres terres. Alors si vous avez un puits dans l'un de vos champs, c'est plutôt une bonne chose. C'est mieux que de cultiver. Vous n'avez pas besoin d'investir et vous n'avez qu'à encaisser les revenus. Auparavant, j'étais si pauvre que je ne pouvais même pas me payer une paire de chaussettes. Mais maintenant, je me saoule tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent. Que peut-on faire sans argent? Dans de petites villes comme Bawan, la Chine ancienne coexiste avec la nouvelle. Les paysans luttent contre les fonctionnaires corrompus, avides d'utiliser leur pouvoir pour s'emparer de la richesse produite. Là où les valeurs maoïstes n'ont plus cours, les Chinois reviennent, dans ce nouveau monde qu'ils sont en train de créer, aux traditions plus anciennes. Nous avons besoin de trois sortes de pensée. La doctrine confucéenne, une justice indépendante et l'idée socialiste de partager la richesse. En associant les trois, j'ai développé une ligne philosophique pour gérer mon entreprise. Les paysans du coin constituent la majeure partie des effectifs de la société d'agro-industrie de Sun. Tous les matins à 6 heures, ils se rassemblent devant l'atelier pour l'appel et pour être motivés. Quand Sun est arrivé dans ce district rural au sud de Pékin il y a 10 ans, il a eu l'idée de trouver des fonds en entreposant et en vendant les céréales des villageois. À partir de ses modestes débuts, il a créé ce qui est aujourd'hui l'une des 500 plus grosses sociétés privées de Chine. La société Daou a prospéré grâce à un sens aigu des affaires, avec du paternalisme et de la philanthropie. Les familles de travailleurs reçoivent des subventions pour les repas et le logement. La scolarité des enfants est gratuite, ce qui en Chine, plus que partout ailleurs, a toujours été le meilleur moyen pour retenir ceux qui voulaient s'échapper et chercher fortune ailleurs. Les principes de Sun se reflètent dans les maximes confucéennes sur les murs de la cantine de l'usine, et aussi dans le temple confucéen qu'il a construit pour honorer sa mère. Le confucianisme a toujours fait partie de la vie rurale. Je veux dire par là que la politesse et la culture traditionnelle ont toujours guidé la vie des paysans.
La bienveillance et la droiture, agir en accord avec sa conscience, être dévoué à ses parents et loyal envers ses frères et sœurs, ces choses-là existent vraiment à la campagne. À l'époque de Mao, ces idées auraient été condamnées comme hérétiques. Mais comme pour beaucoup d'autres éléments de son héritage, les théoriciens communistes, ici à l'université du parti à Pékin, maintiennent qu'il n'y a pas de contradiction. Le peuple chinois respecte beaucoup nos traditions. Confucius était un grand pédagogue et penseur. La richesse spirituelle qu'il nous a laissée est très précieuse. Les idées de Mao étaient un développement du marxisme occidental dans un contexte chinois. Elles ont absorbé cette précieuse richesse spirituelle du peuple chinois. Donc, la base morale de la pensée de Mao Tse-tung est un héritage critique des pensées de Confucius et n'est pas du tout en conflit avec elle. D'une certaine façon, le parti n'a pas le choix. Quelque chose doit combler le fossé que le maoïsme a laissé. Et le confucianisme a au moins le mérite d'être authentiquement chinois. En partant de Pékin vers le sud, il faut toute une journée en train pour atteindre la ville natale du sage. Il a vécu et il est mort il y a 2500 ans à Chufu, une vieille ville du Shandong. Aujourd'hui, les temples et la forêt de Confucius sont devenus une attraction touristique. Les Chinois renouent avec leurs racines culturelles. Le confucianisme influence la pensée chinoise comme le christianisme agit sur les valeurs occidentales. Et tout comme le christianisme, il a eu aussi ses guerres de religion. Chufu porte encore les stigmates que les gardes rouges, les iconoclastes de Mao, lui ont infligés dans les années 60. Notre famille a été bouleversée par la destruction de sites confucéens à Chufu, mais personne n'y pouvait rien. Ils ont endommagé les statues dans le temple de Confucius. Et certaines immenses stèles datant de la dynastie Ming ont aussi été brisées. Dans la forêt de Confucius, où le sage et ses descendants sont inhumés, les pierres tombales datant des Ming ont été pulvérisées en centaines de petits morceaux. Ils ont profané la tombe de Confucius et ouvert les sépultures de beaucoup de ses descendants. Par tous ces moyens, ils ont essayé de détruire son image. En Chine, personne n'a eu le monopole de la destruction. Quand les Chinois ne l'ont pas fait eux-mêmes, les étrangers l'ont fait pour eux. L'ancien palais d'été, juste à l'extérieur de Pékin, construit par les jésuites pour l'empereur Qianlong, a été détruit en 1860 par les troupes françaises et britanniques durant la Seconde Guerre de l'opium. Aujourd'hui, le gouvernement chinois est en train de rénover le site. Dans la nouvelle ère post-Mao, le sentiment de fierté nationale est un élément clé du ciment qui maintient l'unité du pays. Que reste-t-il donc de Mao en Chine 30 ans après sa mort? Plus qu'on ne pourrait le penser. Les chauffeurs de taxi accrochent des porte-bonheur sur leur pare-brise à son effigie pour se protéger des accidents. Les billets de banque avec lesquels les nouveaux capitalistes amassent leur fortune sont imprimés avec son portrait. Mao apparaît dans les endroits les plus inattendus. Le dimanche matin, qu'il pleuve ou qu'il vente, des sexagénaires se rassemblent dans le parc Jingshan de Pékin, juste derrière la cité interdite, pour chanter ensemble les chants révolutionnaires appris dans leur jeunesse.
c'est comme une réunion pour ranimer la foi maoïste. La nostalgie envers l'ère maoïste, où les Chinois étaient tous pauvres et où la corruption des fonctionnaires n'existait pas, est devenue banale. Ici, à Panjiawan, le plus gros marché aux puces de la ville, des dizaines d'étals vendent des souvenirs de Mao. Quand ils regardent en arrière, les Chinois, comme les autres, ont tendance au fil des ans à se rappeler surtout les bons souvenirs, la camaraderie et l'égalité, et la conviction que Mao les guidait vers le meilleur des mondes communistes. La dictature de Mao, sa cruauté et sa violence sont entourés d'un oubli presque volontaire. Même la révolution culturelle a perdu son pouvoir de choquer. Mao est devenu une légende. Un membre du panthéon des dieux chinois et des héros populaires, des bodhisattvas et des démons. Ici, à Chengdu, la capitale du Sichuan, province natale de Deng Xiaoping, le centre-ville est en train d'être déblayé pour faire place à des immeubles de bureaux géants et à un complexe commercial. Mais une structure du passé est restée intacte. Pour l'État chinois, l'image de Mao est sacro-sainte. Des vérités désobligeantes, qui pourraient la ternir, sont systématiquement occultées. Up to the present, history, well, at least the Cultural Revolution. Jusqu'à présent, l'histoire, tout au moins la révolution culturelle, est remarquablement escamotée et ignorée. Volontairement ignorée. Et je pense que c'est très dommage. Vraiment dommage. Je pense qu'en Chine, on doit étudier Mao très attentivement. À la fois ses réussites, ce qui représente beaucoup, et également ses erreurs, ce qui représente aussi beaucoup. Parce que ça fait partie du passé très proche, à partir duquel la Chine actuelle se développe. Le résultat, c'est que beaucoup de jeunes Chinois, même dans une université prestigieuse comme celle-ci, ignorent leur propre histoire. La Chine vient de marquer, ou plutôt n'a pas marqué, le 40e anniversaire de la révolution culturelle. Pas un mot dans les médias chinois. Le grand chambardement de Mao pourrait tout simplement n'avoir jamais eu lieu. Le problème, c'est que trop de choses auxquelles croyait Mao sont diamétralement opposées à la politique des dirigeants actuels. Mao était un idéaliste révolutionnaire. Ce qu'il imaginait n'est pas du tout la réalité de la Chine d'aujourd'hui. Ce qu'il voulait, c'était une révolution pure. Il n'apprécierait pas la Chine d'aujourd'hui. Par exemple, les fonds étrangers, les joint ventures, tout ça n'est pas ce qu'il avait envisagé. C'était un nationaliste et il n'aimerait pas voir autant de choses étrangères en Chine. Je pense que s'il ressuscitait, il serait très déçu. Pour la plupart des Chinois, le Mao historique, stratège de génie, poète, homme politique, responsable d'un plus grand nombre de morts parmi ses concitoyens qu'aucun autre dirigeant de l'histoire, s'estompe, laissant la place à une idée, un mythe.
Tous les matins, des centaines, parfois des milliers de personnes forment une queue qui serpente sur la moitié de la place Tiananmen. Ils viennent là pour visiter le mausolée où le corps de Mao est pieusement conservé. 30 ans après sa disparition, les Chinois ont une vue de son héritage plus nuancée que celle des Occidentaux. En tant que révolutionnaire paysan, Mao a détruit la Chine ancienne et préside à la naissance de la nouvelle. En tant que dirigeant de la Chine, il a redonné à son pays confiance en lui-même. Puis il a tenté de rendre ses idées immortelles et il a échoué. Même mort, il suscite encore au sein du peuple un respect mêlé de crainte et d'admiration. Comme le roi singe de la légende chinoise, Mao a mis le ciel sans dessus-dessous, laissant ses successeurs, hommes plus pratiques, moins visionnaires, construire la Chine que nous connaissons aujourd'hui.